3 février 2011 pour installer le bureau. Mais il faut avouer que les négociations pour le fonds additionnel ont commencé en 2010. Donc le projet a connu quelques difficultés en attente de ce financement qui n'a été mis en œuvre que tout récemment au mois de juin 2013, ce qui fait que les activités ont proprement commencé au niveau du mois d'octobre, le temps que les instruments juridiques de ce financement se mettent en place. Mais entre-temps, nous avons un plan qui avait été mis en place et qu'on a adopté avec le gouvernement. Nous sommes en train d'appuyer le gouvernement provincial dans le cadre de la réforme des finances publiques et la porte d'entrée et l'appui que le PRCG apporte à la régie financière, la régie de collecte de recettes propres qui s'appelle la DGRCOC. Nous faisons de l'appui en équipement informatique. Nous sommes en train aussi de réhabiliter certains bâtiments de la province. Actuellement, les études sont en cours pour la réhabilitation de l'Assemblée provinciale. Les travaux ont déjà commencé pour la réhabilitation du siège du gouvernement. Nous avons doté le gouvernement provincial des équipements en mobilier, le matériel informatique et de reprographie. Et comme cela est dit dans l'intitulé du projet, nous faisons du renforcement des capacités. Des séminaires en renforcement des capacités en finances publiques sont organisés par-ci, par-là. Et nous appuyons aussi actuellement la province dans le cadre des opérations d'identification biométrique qui vont permettre à transmettre au gouvernement une base de données qui contient les fonctionnaires de la province, ce qui va permettre à lui faciliter lors du transfert de compétences de savoir quel est l'effectif du personnel qu'il devra gérer et lequel il va constituer sa masse salariale. Voilà à ce jour ce qui est en train d'être fait. Le projet va s'arrêter sûrement au mois de février 2016. Un certain nombre d'actions est encore en cours. Jusque-là, tout se passe bien. Le gouverneur de province qui assure la direction, la présidence du comité de pilotage définit tous les 3 mois les orientations pour le bon fonctionnement du projet. Le processus est en cours et tout récemment, le gouverneur de province vient de nommer un conseiller chargé de cette question de la décentralisation qui est en train de se baser sur les résolutions de l'atelier qui s'est tenu à Kinshasa et qui a vu naître le CESMOD, donc qui définit les différents axes qui permettent de rapprocher les administrations des administrés. En attendant, vous avez suivi avec moi dernièrement que le calendrier des élections venait d'être mis en place. Donc nous pouvons, sans crainte d'être contredits, confirmer que le processus se porte bien et qu'il est en cours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme annoncé, nous recevons pour vous aujourd'hui l'honorable sénateur, le professeur Jacques Njoli, qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici dans sa résidence de Bandalungwa. Bonjour, honorable sénateur. Bonjour, madame. Honorable, voici que la RDC est engagée depuis 2006 dans le processus de la décentralisation. Le gouvernement de la République a même validé un cadre stratégique de mise en œuvre de ces processus au Congo depuis 2009. S'il faut évaluer ces processus avec l'aide du professeur et du sénateur que vous êtes, quelle est votre observation? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que le choix du modèle décentralisé, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, même si l'architecture politico-administrative de la RDC va au-delà de la décentralisation, nous avons les provinces, nous avons d'abord le pouvoir central, nous avons les provinces qui sont régionalisées et nous avons des entités décentralisées qui constituent, n'est-ce pas, le socle de notre architecture. Et nous avons institué ces systèmes dans notre constitution du 18 février 2006. Il a fallu pratiquement 2 ans pour qu'on puisse avoir les premiers textes sur cette décentralisation. Nous avons eu la loi portant composition, organisation et fonctionnement, ainsi que des rapports entre
l'État, le province et les entités décentralisées. Nous avons eu la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Nous avons nous-mêmes, en 2010, initié une loi qui a été publiée sur la subdivision à l'intérieur de province. Et vous avez, n'est-ce pas, ces cadres stratégiques qui est venu pratiquement 3 ans après, c'est-à-dire en 2009. Donc vous voyez déjà que il y a comme une dichotomie. On a commencé d'abord par adopter des lois plus ou moins éparses. On définit le cadre stratégique depuis 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. Globalement, sur le plan pratique, on sent qu'il y a eu un certain nombre d'avancées. Les provinces ont été installées avec des assemblées provinciales et le gouvernement provinciaux qui ont tenté plus ou moins de fonctionner. Mais au niveau des structures de base, il n'y a pas eu un schéma clair de mise en place. Donc, la question fondamentale, c'est que nous avons l'impression qu'on procède par coup, par des avancées, des reculs. On l'a vu avec la révision de 2011 qui diminue les prérogatives de province. Donc, il y a, à notre avis, 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est d'abord la vision de la mise en œuvre de cette architecture et ensuite la volonté de mise en œuvre. Et ce qui fait que, globalement, depuis 2006 ou 2009, nous n'avons pas des résultats globaux qui peuvent nous satisfaire. Et on sent que nous procédons par essai-erreur et finalement la décentralisation, s'il faut l'appeler ainsi, manque d'âme. Et dans la pratique, nous fonctionnons plutôt comme un État unitaire centralisé. Et s'il faut relever les points faibles de ce qui fait que ce processus ne puisse pas marcher, et qu'est-ce qu'il faut corriger dans cette politique? Il faut d'abord définir une vision claire. Nous avons choisi un État hybride, qu'on appelle un État uni régionalisé. Donc, on a mis en place les institutions provinciales qui sont à la limite de leur légitimité. Il faut renouveler le coût et mettre en place des nouvelles assemblées provinciales et de nouvelles institutions ou gouvernements provinciaux. Troisièmement, il faut qu'on aille aux élections locales municipales. Mais là, il se pose, comme je l'ai dit, une question de vision programmatique. Il n'y a pas un schéma programmatique. La mise en œuvre de l'architecture doit prendre du temps. Mais il faut qu'on ait une vision claire et un schéma clair. Ce schéma, c'est un chronogramme de textes et des mécanismes qu'il faut prendre. Je donne un exemple. Depuis 2006, on a parlé de 25 provinces. En 2011, on a constaté que la mise en place de 25 provinces devait se faire par une loi, la loi de programmation. Jusqu'à ce jour, cette loi traîne dans le couloir de l'Assemblée. Il y a la problématique de découpage de nouvelles provinces. Là aussi, cette loi traîne dans le tiroir. Donc, si on prend simplement l'élément texte, sur le 12 textes attendus, il y a simplement 7 qui ont été adoptés. Ça, c'est le premier point. Et sur les 7 textes qui sont adoptés, il y a même d'autres qui ne sont pas appliqués. Je prends le texte sur la conférence de gouverneurs. C'est l'outil par excellence de la mise en œuvre de la politique nationale. Mais la conférence de gouverneurs fonctionne de manière plus ou moins informelle, sans qu'on sache où est le siège de cette institution, quel est le secrétariat technique prévu par le texte et comment ça fonctionne et quelles sont les résolutions et la vulgarisation de ces résolutions.
on arrive à la même chose. Aujourd'hui, on parle des élections locales beaucoup plus comme épouvantail politique, mais pas comme axe majeur de mise en œuvre de la décentralisation. Donc, en définitive, comme je vous ai dit, il y a comme une certaine cacophonie dans la vision, dans la programmation, dans la production des textes et dans la mise en œuvre des institutions. Ce qui fait que la décentralisation a aujourd'hui une image très floue dans l'opinion à cause justement de cette absence de prospective globale, générale et programmatique. Parlant des tests, nous apprenons des sources non officielles une mise en place d'une fonction publique provinciale, déjà à la province du Katanga et au Nord Kivu. Alors que la loi, comme vous l'avez sitôt abordé, la loi sur la fonction publique nationale, provinciale et locale n'a pas encore été ni adoptée ni promulguée jusqu'ici. N'est-ce pas là une décentralisation à plusieurs vitesses déjà? Oui, comme vous le dites, une décentralisation à plusieurs vitesses ou une décentralisation en cascade non coordonnée qui finalement risque de nous amener dans un cul-de-sac. Je vous ai parlé de lois essentielles pour la mise en œuvre de la décentralisation. C'est notamment de cette loi essentielle sur la fonction publique nationale, locale. Mais vous parlez du Katanga, mais la création de DGRK, qui fonctionne par édit, et de DGRP à l'Équateur ou de toutes ces régies financières provinciales qui ont été mises en place, mais c'est sans cadre organique global. Et c'est justement cette absence de cohérence, de planification dans la mise en place de la décentralisation qui produit cette décentralisation à plusieurs vitesses. Donc, il manque comme un lieu de pilotage pour la mise en œuvre. Nous avons vu, on a mis en place un ministère de la décentralisation qui finalement a été récupéré par le ministère de l'Intérieur. Et c'est cette dichotomie qui réapparaît parce que le ministère de l'Intérieur véhicule une vision centralisatrice qui est en dichotomie ou en contradiction avec une vision d'un État hybride, c'est-à-dire un État qui se trouve entre le fédéralisme administratif et un État unitaire classique. Et c'est ça justement, il faut faire le bilan. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le cadre stratégique qui est défini. Donc 5 ans après, on devait se retrouver pour voir exactement qu'est-ce qui a été fait, où sont les obstacles. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une volonté d'asseoir les mécanismes, notamment les mécanismes prévus dans la Constitution, les 40% des retenues à la source, ou alors comment on les recalcule, les suivis de la planification provinciale, de l'aménagement du territoire, et tout cela dans une vision globale, et qui devait nous amener au développement. Malheureusement, comme on s'est dit, tout s'est fait un peu dans une certaine opacité et qui ne nous permet pas d'évaluer avec cohérence et rationalité. Honorable, pensez-vous qu'avec les élections locales, y aura-t-il une avancée significative dans ce processus? Bon, les élections, sont des mécanismes de désignation de personnes qui doivent animer les structures décentralisées. Donc, il faut, au-delà de la mise en place dans le texte, que ces structures-là soient spatialement déterminées dans l'espace. Le province, je vous ai dit que la programmation de 25 provinces n'est pas faite. Les limites entre les provinces ne sont pas déterminées. C'est encore une loi qui devait, n'est-ce pas, être promulguée. Et à l'intérieur de provinces, les subdivisions à l'intérieur, où commencent les villes? Il y a eu des décrets instituant les villes, les communes
ces villes et ces nouvelles communes se superposent avec les anciennes cités, avec les territoires, avec le chefferie, avec les secteurs, avec le groupement. Tout ça devait être, n'est-ce pas, matérialisé spatialement. Ça n'existe pas. Alors, les dangers des élections, c'est que c'est par un texte électoral qu'on va déterminer les circonscriptions. Est-ce que ces circonscriptions vont tirer leur substance de quelle organisation administrative, spatiale? Ça n'existe pas. Je prends l'exemple du groupement. Il y a plus ou moins 5850 groupements de droit et plus ou moins 850 groupements de fait. Ça veut dire quoi un groupement de fait? Donc, si on ne prend pas toutes les mesures pour cohérer l'organisation spatiale entre les limites entre les provinces, les territoires, les villes, les communes, les secteurs, les chefferies, le groupement et les élections risquent d'être un moment de cafouillage, voire d'opacification, voire de balkanisation de ces élections. Parce qu'on va avoir pas moins de 8000 circonscriptions. Déjà avec 169 circonscriptions, c'était pas facile. Je sais de quoi je parle, madame. Donc, tout cela manque de rationalité et de rationalisation, et ça obéit à des motivations autres que techniques, mais beaucoup plus politiques, je dirais même politiciennes. Pour revenir à cette question des élections locales, pensez-vous alors que s'il faut qu'on comprenne un peu, est-ce qu'il faut d'abord commencer à promulguer des lois? Il n'y a pas la détermination de groupement, par exemple. Or, le groupement est l'unité électorale, la circonscription, pour les élections de secteur et de chefferie. Ça pose problème. Si nous ne connaissons pas physiquement les limites d'une commune, certains ont même parlé de communes rurales, comme s'il y avait des communes urbaines. Parce que les dangers, justement, c'est que certaines communes empiètent sur des chefferies ou des secteurs. Quand on ne connaît pas les limites de la ville. Donc, il faut un travail de cartographie politique et administrative claire qui doit être diffusé suffisamment chez les acteurs politiques pour qu'on puisse savoir. Si on laisse même cette théorie que je développe, mais si on rentre simplement dans l'annexe qu'il faut adopter, parce qu'on a discuté pendant longtemps s'il fallait une loi spécifique, une loi sur les élections municipales, et puis apparemment il semble qu'on aurait abandonné cette piste hasardeuse pour soi-disant produire un code électoral, et qu'on serait revenu au principe de l'adoption des annexes ou d'une annexe sur la répartition des sièges, une loi sur la répartition des sièges au niveau des élections locales et municipales. Ce travail va se baser sur quel document? Parce que l'enrôlement, les chiffres que nous avons aujourd'hui sont les chiffres de 2011. Et ces chiffres posent déjà un problème parce que des préalables que nous estimons importants, c'est le préalable sur la détermination de nombre d'électeurs par groupement. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc voilà la difficulté que nous avons, d'autant plus qu'on risque d'avoir des électeurs majeurs de droit qui ne seront pas pris en compte. Tenez, nous avons terminé l'enrôlement en 2011.
Nous sommes aujourd'hui en 2014 et on va voter en 2015. Avons-nous le droit de priver 4 générations, 4 groupes de majeurs du droit de vote? Donc ce sont des questions fondamentales qu'il ne faut pas aborder de manière opportuniste ou orientée. Il faut que nous puissions discuter sereinement de toutes ces questions. Professeur Jacques Konjoli, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie et je suis heureux que vous vous occupez d'une question aussi essentielle que celle-là, parce que l'organisation politique et administrative du pays, l'aménagement du territoire, l'organisation du territoire sont des questions clés qui vont nous permettre de toucher à la réalité de la transformation de la vie de nos compatriotes. Sachez que plus de 80% des Congolais vivent dans les zones rurales et il faut une administration compétente, une innovation de développement pour que nous puissions sortir de l'état de pauvreté aiguë dans laquelle nous vivons, nous et notre population rurale, pour que nous puissions accéder. Et l'outil par excellence, c'est l'administration, c'est la décentralisation, c'est l'organisation administrative, c'est la planification locale, c'est la bonne gouvernance locale. Merci, honorable sénateur, professeur. Merci de nous avoir reçus et nous espérons vous recevoir encore très prochainement. Avec plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre magazine Cap sur la décentralisation. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Congo, Congo nde mboka, Congo, mboka ya bankoko. Congo.